les banques ont fermé des succursales. Et ils les ont fermées, évidemment, dans les quartiers où ils faisaient le moins d'affaires lucratives et rentables. Alors, ce faisant, ils ont abandonné une certaine clientèle qui devait trouver quelque part une porte de sortie pour compenser ses besoins. Le besoin d'un petit prêt à court terme, le besoin d'encaissement de chèques. Bon. Le résultat, c'est qu'au bout de la ligne, le consommateur et puis ça, c'est du commerce qu'on appelle un peu de proximité. Alors, il va s'adresser aux gens qui sont le plus près de lui. Et il va se rendre dans ces endroits-là où, et ça répond à un autre besoin, on ne vous pose pas trop de questions, on vous permet d'accéder à de l'argent facilement, mais ça coûte cher. Moi, j'ai fait affaire avec Instachèque à partir du moment où ma banque allait fermer mon compte sans mon autorisation. Puis là, il fallait que je m'ouvre un compte à la Banque nationale, mais là, ils me posaient des questions puis tout ça, puis là, je pouvais pas attendre pour mon chèque. Fait que j'ai dit, gars, j'ai ouvert mon compte à la Banque nationale pareil, mais j'ai pas eu le choix d'aller chez Instachèque parce que la Banque nationale devait geler mon chèque vu que c'était la première fois. Fait que c'est cette journée-là que j'ai ouvert mon compte à Instachèque. Je trouvais que c'était moins compliqué puis tout ça, mais quand j'ai commencé comme à comprendre un peu les banques, à poser des questions, les taux d'intérêt puis tout, je me suis rendu compte que Instachèque, dans le fond, c'est eux autres. Ils te font à croire qu'ils sont là pour te sauver la vie, mais dans le fond, ils te mettent plus dans le trouble que d'autres choses. C'est parce que la première fois que je suis en tant qu'immigrant, la première fois que je suis arrivé au Canada, je ne savais pas comment ouvrir un compte. Je n'avais pas de compte de banque au départ. Et par hasard, j'ai eu un ami qui travaillait avec moi qui me dit « Je vais aller te cacher mon chèque à Instant Chèque, tu verras, ce sera rapide. » Je pensais qu'on devait te remettre tout ton argent. Et là, j'ai constaté qu'ils avaient enlevé des pourcentages, des parts sur ce que tu avais travaillé. Donc je me suis dit « Mon Dieu, c'est quoi ça ?» Et puis aussitôt, elle m'a proposé « Ah monsieur, si vous voulez être un membre privilégié, tout ça, vous pouvez toujours avoir une carte de membre, de façon quand vous venez directement, on n'a plus besoin de chercher, prendre des informations. » Vous aurez directement votre argent parce que vous êtes déjà dans le système. Je dis, ah, mais c'est bien organisé ça. Quand tu as cette carte-là, tu as ton chèque, automatiquement, tu penses à Instant Chèque. Tu arrives avec ton chèque et cette carte-là, tu penses à ça. Parce que cette carte-là, c'est comme si elle te bloquait de penser à aller ouvrir un compte ou quoi que ce soit. C'est pas seulement Instant Chèque, là. Il y a beaucoup de maisons qui existent comme ça parce que j'en ai 2 cartes comme ça. Là, ici, on a quoi? Rapid Chèque. C'est bien écrit là, Rapid Chèque. Tu as gagné de l'argent, difficilement, mais on te le prend rapidement. Tu te poses la question, où va ton argent? Mais écoute, ton argent va là où tu vas le cacher ton chèque. Garde ton argent pour toi et puis tu verras que tout sera correct. Parce que même quand tu fais le budget, des fois tu n'y arrives pas. Mais comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Parce qu'il y a une partie qui est partie à Instant Chèque et une partie qui va tout le temps à Instant Chèque. C'est pas parce qu'ils t'offrent un moyen facile que c'est le meilleur. Surtout quand tu gagnes environ un salaire minimum comme 7,45 $, si tu gagnes ça, puis on t'enlève déjà 5 $. Ça fait comme tu as travaillé 1 heure rien que pour payer ton droit d'échange de chèque. Là, c'est beaucoup. Les services d'encaissement de chèques n'ont pas le droit de charger des frais pour les chèques du gouvernement. Pour cette raison, ils ne les échangent pas. Donc, on va prendre un exemple d'une personne au salaire minimum. Présentement, en 2005, sa paye serait de 260 $ par semaine. Si à chaque semaine, il faut qu'il aille échanger son chèque, il va avoir des frais. Le premier, c'est un coût de base, c'est 1,99 $ par chèque. En plus, on va rajouter 2,9 % du montant du chèque. Donc, pour une paye de 260 $ par semaine, ça va lui coûter 9,53 $ pour avoir accès à sa paye. On met ça sur une base d'1 an, ça va lui coûter dans une compagnie d'encaissement de chèques environ 495 $. Si elle allait dans une banque, ça lui aurait coûté environ 48 $. Il faut savoir que depuis septembre 2003, tout le monde a droit d'avoir un compte dans une banque, sauf si on a fait une fraude. Deuxième chose à savoir,
c'est que tous les chèques du gouvernement peuvent être encaissés même si on n'a pas de compte. Ainsi, les chèques du gouvernement fédéral sont encaissés dans toutes les banques. Les chèques du gouvernement provincial dans toutes les caisses. Il s'agit d'avoir 2 pièces d'identité pour pouvoir faire l'encaissement. Troisièmement, on peut demander un transit à sa banque ou à sa caisse. Ça nous permet d'avoir accès à sa paye sans qu'elle soit retenue pendant 5 à 7 jours. Certaines conditions s'appliquent. Habituellement, il faut avoir un revenu régulier et que la compagnie pour laquelle on travaille soit une compagnie reconnue. Si on vous refuse un transit ou l'ouverture d'un compte, on peut demander une révision de cette décision. En premier, on doit s'adresser au directeur ou à la directrice de la succursale de votre banque ou de votre caisse. Si ça ne fonctionne pas encore, chez Desjardins, on peut aussi s'adresser au service aux membres. Pour les banques, on s'adresse à l'Agence de consommation en matière financière du Canada. C'est pas parce qu'on a accès à un compte dans une banque ou une caisse qu'on a accès au crédit qu'offrent ces banques et ces caisses-là. Car premièrement, les banques et les caisses n'offrent pas des prêts personnels plus petits que 5 000 $. Souvent, c'est trop élevé pour nos besoins ou encore trop gros pour notre capacité de payer. Deuxièmement, les banques et les caisses cherchent des clients qui peuvent rembourser sans difficulté. Donc, si on a peu de revenus ou on a un mauvais dossier de crédit, on n'a pas accès ni aux prêts personnels ni aux cartes de crédit des institutions financières. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Des formes de crédit qui coûtent très cher et souvent qui peuvent avoir des pratiques commerciales abusives. Moi, en tout début, là, en premier, je voulais me meubler. Puis dans les autres magasins, je pouvais pas là, parce que j'avais pas d'historique de crédit. Donc, je me suis retournée là, vers ce magasin-là. Puis j'ai vu qu'il y avait des affiches à l'extérieur, qu'on n'avait pas besoin d'être endossé pour pouvoir acheter notre bien. Le type d'entreprise louée pour acheter, c'est une entreprise qui fait de la publicité. Devenez propriétaire de ce magnifique fauteuil pour seulement 30 $ par mois. Alors le consommateur dit « Ah ben ça, je suis capable de payer ». Si on lui disait le montant total à débourser tout de suite avec une étiquette mentionnée sur le bien, c'est peut-être pas sûr qu'il se dirait « Ah oui, je suis capable d'acquérir cet ensemble de laveuses-sécheuses-là à 2000 $. Il pourrait dire « Ah non, c'est beaucoup trop cher pour moi ». Par contre, quand on lui dit « Ben ça va vous coûter seulement 50 $ par mois », il se dit « Ah ben ça, 50 $, je suis capable ». Les petits montants là, que je voyais sur l'étiquette, là, pour moi, c'était attirant. Là. C'est en voulant dire que je peux avoir une facilité de paiement, puis c'était pas si cher que ça. Sauf, mettons, des 10 $ par semaine. Au bout d'un mois, ça fait 40 $. Puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, bien là, ça monte beaucoup. C'était des 200, 300 par semaine des fois, là, en tout. Là. Surtout qu'est-ce que j'ai voulu me meubler, là. Télé, vidéo, meuble à télé, table à café. En tout, j'en ai eu pour quasiment 5 000 $. Donc, en 1999, Option Consommateur a déposé un recours collectif contre Louer pour acheter et contre Locatel, qui sont 2 chaînes de magasins. Et la raison pour laquelle Option Consommateur a décidé de déposer ces recours, c'est qu'on trouvait qu'il y avait plusieurs dispositions dans leur contrat que l'on trouvait abusives. Comme par exemple le fait d'interdire aux consommateurs de déplacer le bien sans aviser Louer pour acheter ou Locatel. Le fait que ces magasins-là se donnaient le droit d'aller récupérer le bien au moindre défaut de retard. D'autres pratiques, par exemple, comme le fait de demander plusieurs références. Quand on est allé au magasin, il n'y a pas eu de vérification de crédit. Ils nous ont seulement demandé 20 numéros de téléphone de personnes à contacter et adresses pour savoir des références sur moi. Puis par la suite, si j'arrivais, mettons, une journée en retard pour le paiement, eux, ils contactaient là, quasiment les 20 personnes. Souvent là, chez la famille de mon conjoint, au travail aussi, là, souvent. Souvent, il y a des fausses représentations qui sont faites dans les magasins, à savoir que la marchandise qui va être livrée va être la marchandise neuve. Et souvent, il s'avère que la marchandise qui est finalement livrée, c'est de la marchandise usagée ou qu'il y a des défauts de fabrication. La table de cuisine, c'était toute bombée, là. Les tables de salon, j'ai loué aussi, là, après un bout de temps, là, à force de laver, là, la peinture, elle s'en allait.
Puis le meuble audio-vidéo, il était tout brûlé là, en dessous. Là. Il y avait des marques de brûlure. Là. Puis c'était tout usagé. Là. Il n'y avait rien de neuf. Règle générale, ce type d'entreprise-là ont des plans de location-achat. Donc, c'est-à-dire que le consommateur loue le bien pendant la durée du contrat, donc par exemple 24 mois, et devient propriétaire du bien seulement lors du dernier paiement. Donc, le transfert de propriété se fait lors du dernier paiement. Donc, tant et aussi longtemps que le consommateur n'a pas payé en totalité son bien, le commerçant se réserve la propriété du bien. Il appelait souvent, puis là, moi, vu que je répondais pas, ils se sont présentés à la maison. Ils sont venus tous saisir les meubles que j'avais, là. Puis eux, après ça, ils ont dit si je voulais revoir mes meubles, là, il y aurait eu des frais, puis il fallait que j'allais chercher moi-même au magasin par la suite. Après ça, j'ai pas entendu parler d'eux, là. À part des coups de téléphone là, partout là, dans mon entourage, au travail, là, pendant une bonne semaine, là, 2 semaines. J'ai contacté la SOF de l'Est pour savoir quoi faire, puis Option consommateur. Comme ça, on a fait une plainte, puis j'ai appris qu'il y avait un recours collectif là, contre eux. Une autre façon d'avoir accès au crédit, c'est par l'entremise des compagnies de finances. Et là, le taux d'intérêt est très élevé. Les compagnies de finances offrent des prêts personnels ou aussi financent des achats de meubles, de voitures. Souvent, c'est pour des gens qui n'ont pas eu accès au financement traditionnel par les banques, par les caisses. Mais cette aide-là, ça coûte très cher. Ce qui nous a amené à contracter un prêt dans une compagnie de finances, c'est que nous, on avait besoin d'une voiture. Donc, on se présente au concessionnaire de voitures usagées. Tout va bien, le monsieur il est gentil, tout. Puis c'était écrit, j'avais remarqué que c'était écrit devant la bâtisse financement maison. Fait que j'ai demandé au monsieur c'est quoi financement maison? Il me répond financement maison, nous on appelle ça comme ça, là, financement maison, on fait affaire avec une compagnie de finances. Bon, j'ai pas de problème avec ça. Une compagnie de finances, il n'y a pas de problème. Tu fais une enquête sur mon crédit, je présume. Le monsieur me dit, oui, c'est comme dans une banque, là, c'est même bien plus facile que ça. Ah oui, puis effectivement, c'était bien plus facile que ça. Vous commencez à payer, ça va bien, mais si au bout de quelques mois, vous commencez à avoir des problèmes de paiement, la compagnie de finances vous rappelle et elle va vous offrir un refinancement. Elle vous propose des versements plus bas pour justement être capable de bien les payer. Mais avec ça, s'ajoute un taux d'intérêt plus élevé et aussi elle rallonge la période de paiement. Alors l'illusion est parfaite. Vous croyez que vous payez moins cher, mais au bout du compte, vous aurez payé plus cher et plus longtemps. Tout ça, ça s'est enchaîné. Ça a commencé avec le prêt auto. Ensuite, on a fini de payer le prêt auto. Là, on avait presque fini de payer le prêt auto. Là, on a demandé, est-ce qu'on peut avoir un rallongement du contrat? Ou, ben oui, pas de problème, monsieur, venez vous asseoir au bureau. On va tout refinancer ça sur 2, sur 3, sur 4 ans, comme vous voulez. Des paiements qui vont être à votre goût. C'est comme ça que ça s'est enchaîné par après. Là. On a été capable d'avoir un 2e, un 3e, un 4e prêt, un 5e. Souvent, dans ces contrats-là, en plus de charger des intérêts élevés, on ajoute d'autres frais, par exemple les assurances. Et comme on n'a pas d'argent pour payer, on ajoute ce nouveau montant au prêt. Donc, on vous charge aussi des intérêts sur ce montant, ce qui fait que le coût total du crédit dans les compagnies de finances peut atteindre 50%. Ça veut dire qu'on peut avoir à rembourser plus du double de ce qu'on a emprunté. Lorsqu'on a commencé à avoir de la difficulté à payer, les petites difficultés qu'on a eues, qui sont devenues plus majeures par après, ils nous appelaient sans trop nous harceler, mais pour nous dire que mais là, votre paiement il est en retard. Oui, mais mon paiement il est en retard de 2 jours. Ah non, c'était juste pour vous rappeler, monsieur, que votre paiement est en retard, merci. Mais après ça, c'est là que ça s'escalade. Il faut savoir qu'ils n'appellent pas juste une fois, ils appellent. Là, tu prends un arrangement avec eux autres. Après ça, ils rappellent. Si tu n'es pas capable de suivre ton arrangement, ils rappellent, puis ils rappellent, puis ils rappellent. Des fois, ça va même là, au travail,
2 puis 3 fois, puis 4 fois au travail. Puis après ça, des fois, ça va le soir quand les enfants sont couchés, 9h, 10h, 11h le soir. Puis à un moment donné, là, ça vient vraiment harcelant. Là. Ça devient vraiment harcelant, c'est vraiment fatigant, ça joue ses nerfs, puis sur une morale, puis tout ça, la famille, puis tu sais. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il est possible d'annuler un contrat de prêt d'argent dans les 2 jours après avoir reçu une copie du contrat. Et que ces contrats doivent suivre les règles de la loi de la protection du consommateur. Sinon, on peut demander leur annulation. Autant l'Office de protection du consommateur que les associations de consommateurs peuvent vous aider dans vos démarches. Une autre forme de crédit qu'on peut être tenté d'utiliser sont les prêts sur gage, les pawn shops. À un moment, je me suis retrouvé à la maison avec rien. Je ne savais pas quoi manger, j'avais un loyer qui devait... Donc, ça fait que j'avais quelques appareils, je suis allé au prêteur sur gage. Et là, vous savez, quand vous allez sur le prêteur sur gage, vous avez peut-être une idée, là. Bon, ça, je l'ai acheté à peu près à 250 pièces. Et c'est sûr que là-bas, il va me donner peut-être au moins $150, et puis voilà. Mais non, tu arrives chez le prêteur de gage, là, il va te donner soit $60 ou $80. Et sur les $80 qu'il te donne, là, tu rajoutes des intérêts dessus. Et en plupart du temps, l'argent en question, tu ne restes pas longtemps avec. Aussitôt pris, aussitôt dépensé. Et là, tu as le stress d'aller chercher ton objet chez le prêteur de gage. Donc, il faut, soit tu as pensé à penser avec le prochain chèque que tu as déposé. Mais ce chèque-là, il sera déjà hypothéqué parce que quand tu as déposé l'objet soit à 80 pièces, il y a un frais, il y a des frais que tu dois payer. Donc, le nombre de jours que l'objet reste là-bas, chaque jour est compté chez le prêteur sur gage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu rates la journée que tu devais aller chercher ton appareil, c'est sûr que des fois, tu repars là-bas pour refaire une autre t'entendre avec le prêteur de gage pour dire, bon, écoute, j'ai pas pu, est-ce que tu peux me rallonger Donc, hormis les frais qui t'avaient taxés auparavant, il te rajoute d'autres frais dessus. Du coup, tu te retrouves avec ton objet, ça devient plus cher et tu es incapable de le récupérer. Dans la loi québécoise, on va parler des coûts du crédit. Les coûts du crédit incluent l'intérêt et tous les autres frais qui peuvent vous être facturés. On a vu des prêteurs sur gage facturer des frais d'entreposage, des frais d'évaluation, des frais d'assurance, des frais de... Mon Dieu, ils en ont inventé. Je veux dire, on peut être très inventif dans ce domaine-là. On a même vu des frais pour établir la facture. On a vu, en tout cas, bref. Tout ça, là, dans le fond, là, c'est pour monter une facture. Si toi, tu viens, tu cherches à tout faire récupérer ton objet parce que c'est de cœur ou c'est de valeur, mais tu vas payer plus cher pour ça. Alors, ça fait que au pawn shop, c'est un dépannage vite fait, mais c'est pas un bon dépannage. Je conseille à personne de faire ça parce que ils vont se foutre la main dans le trou pour rien. Chez le prêteur sur gage, le taux d'intérêt est généralement de 5 % par mois. Ça veut dire 60 % par année. Quand on ajoute à ça les différents frais qu'ils nous demandent de payer, on atteint un taux de crédit qui se situe souvent autour de 250 à 400 %. En pratique, ça veut dire qu'au bout de 3 à 5 mois, pour récupérer notre objet, on paye le double de ce qu'on nous a prêté au départ. Les cartes de crédit des grands magasins sont plus accessibles que les cartes de crédit dites universelles, comme Visa, Mastercard, pour 2 raisons. Premièrement, leurs taux d'intérêt sont plus élevés, mais aussi, on peut seulement les utiliser dans leur magasin. Ils nous sollicitent même pour qu'on prenne leur carte de crédit. Ils nous offrent des petits cadeaux, des rabais, des points bonis. Donc, c'est assez facile de les obtenir, mais c'est également très facile de s'endetter avec ces cartes-là, car leur taux d'intérêt se situe autour de 29 %. Prenons un exemple, l'achat de vêtements pour la rentrée scolaire au coût de 200 $. Si on paye juste le montant minimum demandé par mois, soit 10 $, ça prend 28 mois pour tout rembourser. On aura payé autour de 275 $. Et pendant ce temps-là, on aura eu à faire face et à trouver l'argent pour 2 autres rentrées scolaires. Des fois, des gens nous disent « Je comprends pas, je paye tout le temps, puis j'en vois pas le bout. » Maintenant, on comprend mieux pourquoi. En premier, quand on a un manque d'argent, on doit s'arrêter et
faire son budget. Donc, on doit regarder nos revenus et nos dépenses. Et là, on regarde, c'est quoi notre marge de manœuvre? Y a-t-il plus de revenus que de dépenses? Si oui, c'est ça notre marge de manœuvre. Et si on emprunte, il ne faudrait pas que le montant mensuel du prêt soit plus élevé que cette marge de manœuvre-là. Mais si dans la réalité, on n'a jamais été capable de mettre de côté cette marge de manœuvre-là, est-ce qu'on peut vraiment compter sur elle? Ou il faudra couper dans la dépense? Alors pour s'aider à voir plus clair, on peut consulter une SF ou un service budgétaire de sa région. C'est un service qui est confidentiel et gratuit. Lors de la consultation budgétaire, le conseiller ou la conseillère regardera avec vous vos revenus, vos dépenses et vos dettes. Ici, c'est la planification, les prévisions budgétaires. Les revenus, les dépenses fixes. Concernant vos revenus et selon votre situation, il essaiera de voir s'il n'y a pas d'autres sources de revenus accessibles. Concernant vos dettes, on essaiera d'évaluer s'il peut y avoir des ententes particulières pour certaines d'entre elles. Si votre besoin est l'achat de meubles ou d'électroménagers, on peut regarder aussi du côté de l'usager. Pour les électros, il y a des magasins qui vendent des appareils avec des garanties d'1 ou 2 ans. Il existe également des fonds d'entraide qui accordent des petits prêts de dépannage pour répondre à un besoin essentiel. Pour ça, il faut s'adresser aux SF ou aux services budgétaires de votre région. Aussi, si vous sentez que vous avez été abusé dans une transaction de crédit, n'hésitez pas. Portez plainte à votre association de consommateurs ou à l'Office de la protection du consommateur. L'Office de la protection du consommateur, c'est l'organisme du gouvernement du Québec dont la responsabilité, son nom le dit, là, est de protéger les droits des consommateurs et d'assurer que les citoyens reçoivent gratuitement les conseils et l'aide dont ils ont besoin lorsqu'ils ont à se plaindre d'une situation ou croient que leurs droits sont lésés. Avant de terminer, un dernier phénomène dont on veut vous parler, c'est les sollicitations qui s'adressent à nous, soit par téléphone, par la poste ou encore en personne. Parfois, ces offres nous semblent alléchantes. Par exemple, quelqu'un vous appelle pour vous dire que vous venez de gagner un beau téléphone cellulaire. On vous fait un cadeau. Sauf que ce cadeau-là vient avec un abonnement de 2 ans. Donc, c'est un piège. Il n'y a aucun cadeau. On est en train de vous vendre un abonnement de 2 ans. C'est la même chose pour les clubs de livres ou les clubs de 10. Eux, les premiers achats, on vous les fait à petit prix, mais après ça, vous êtes obligé d'en acheter, et là, à gros prix, souvent pendant plusieurs mois. Un autre type de sollicitation, c'est les offres d'emploi dans les journaux où on vous demande d'envoyer de l'argent. Souvent, ce sera marqué « occasion d'affaires ». On ne prend pas de chance. La plupart du temps, on veut vous faire dépenser pour vous faire gagner de l'argent. Alors, quand vous voyez une annonce comme ça où on vous promet mer et monde, puis on vous demande d'investir un peu d'argent, puis entre autres les agences de mannequins, là, où on vous dit, il y a des frais de 200, 300, 400 pièces pour établir votre portfolio, c'est-à-dire il y a une série de photos, puis une entrevue, puis un petit montage vidéo qui serviront à être envoyés aux clients de ces agences-là. Là, on vous demande de l'argent. On vous donne aucune garantie, c'est évident. Et on a déjà vu des cas où, effectivement, il n'y avait rien d'autre au bout. Pour la sollicitation, de façon générale, quand ça a l'air trop beau, c'est probablement trop beau pour être vrai. On vous montre les beaux côtés, justement, parce que si vous voyez l'ensemble du portrait, l'ensemble des conditions, vous n'achèterez pas. Mais des fois, c'est pas facile de dire non. Ces vendeurs savent être très convaincants. Je pense que c'est répandu en général partout. Moi, je demeure dans une maison unifamiliale, puis il n'y a pas une semaine que quelqu'un vient pas sonner à ma porte ou cogner à ma porte pour me vendre quelque chose. C'est sûr que dans le domaine du logement, c'est plus alléchant. Et encore plus dans le domaine du logement social, parce que quand tu es un vendeur, si tu as la possibilité de faire 100 portes à l'intérieur d'un périmètre X, et puis dans un périmètre beaucoup, beaucoup plus petit, tu as la possibilité de faire 100 portes, c'est plus simple. Ça peut être autant de l'entretien ménager, de la vente de livres, ça peut être des services. On a eu tout dernièrement une compagnie qui faisait des orthèses
pour les gens et qui venaient à domicile offrir des orthèses aux gens, prenaient la carte d'assurance maladie et partaient avec la carte d'assurance maladie de la personne. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la carte d'assurance maladie? On ne le sait pas. C'est facile de facturer au gouvernement, on n'a qu'à passer. On les a appelés, on leur a demandé de sortir d'ici, etc. Mais il y a des gens qui ont commandé des orthèses à des prix fous, qui n'en avaient même pas besoin. Il y a des gens qui paient pour de la peinture, qui paient d'avance pour faire peinturer leur logement, puis les gens ne reviennent jamais. Ils partent avec le 100 $, 150 $ de dépôt, ils ne reviennent jamais. Donc, il y a des formes abusives, il y a des gens qui arrivent de façon abusive, il y a d'autres gens qui arrivent tout simplement avec le beau sourire, puis que c'est une relation amicale. Ça commence par une relation amicale, puis la personne se laisse prendre dans le jeu, puis finit par signer un contrat pour lequel elle n'a pas l'argent, pour lequel elle ne sait pas. Souvent, la personne ne sait pas ce qu'elle vient de signer. J'ai déjà vu une dame ici qui a signé, elle venait de faire un achat de 800 $, ou entre 600 et 800 $ de livres, mais je pense que c'est plus 800. Elle n'a pas l'argent pour payer ça. Oui, il y avait un cadeau qui venait avec, puis je pense que c'est ça qui était on va te donner un cadeau, tu vas l'avoir tout de suite, regarde le beau cadeau, etc. Mais il y a des factures qui vont rentrer mensuellement. Généralement, les vendeurs itinérants sont des vendeurs à commission. Leur seul salaire est une commission. Donc, s'ils détectent le moindrement chez vous un intérêt, écoutez, ils vont en mettre. Et ça peut même aller après 1 heure ou 2 là, chez vous, parce que ça va si loin que ça, où on va, si vous refusez ou vous êtes hésitant, on vous dit, bien regardez, vous m'avez fait perdre mon temps. Alors là, il vous renvoie un petit peu le fardeau. Là. Il remet sur vos épaules le fait que vous ne voulez pas acheter puis que lui a travaillé pour rien pendant 1 heure ou 2. Par contre, au début, c'est lui qui s'en apporte. Là. Vous n'avez rien demandé à personne. D'abord, si vous aviez eu besoin du même produit, puis si vous l'aviez magasiné vous-même là, dans une maison qui vend ce qui est l'objet de la sollicitation, bien, quelque part, vous auriez peut-être réalisé des économies sur le prix d'achat. Alors, méfiance. Méfiance, puis ne vous gênez pas, ne vous gênez surtout pas. Ces gens-là entrent dans votre domicile, ils viennent vous déranger. Si vous n'en avez pas besoin, mettez-les dehors, point à la ligne, vous leur devez absolument rien. Même si vous avez signé sous pression, il vous reste une période de 10 jours de réflexion que la loi de protection du consommateur vous garantit. Alors, il y a un délai de 10 jours et ça s'applique uniquement aux ventes itinérantes, là, aux ventes qui sont faites à domicile. Bien, vous avez le choix dans les 10 jours de mettre fin au contrat sans aucune pénalité, sans absolument rien à payer. Là. Vous avez ce droit-là. Là. Il faut également vérifier si on a affaire à un fraudeur ou non. A-t-il son permis? Sa compagnie existe-t-elle vraiment? Pour vérifier si le vendeur possède bel et bien son permis, l'Office de la protection du consommateur peut répondre à cette question. Si vous voulez vous faire aider pour annuler un contrat ou pour porter plainte, les associations de consommateurs ainsi que l'Office de la protection du consommateur peuvent vous soutenir dans vos démarches. Souvent, quand on emprunte ou qu'on fait un achat, on a l'impression qu'on vient de régler un problème, qu'on vient de faire une bonne affaire. Mais trop souvent, on se fait piéger. Ça rend notre situation encore plus inconfortable qu'au départ. À un moment donné, on était rendu, là, tout le monde nous disait « Mon Dieu, t'as donc bien de l'argent, tu roules, toi? » Mais on avait les paiements là, en arrière. Là. Ça m'a pris du temps avant de réaliser que ce que je faisais, c'était pas ça. Pour eux, c'est rentable, mais pas pour moi. Moi, c'est censé être une aide vite fait, mais cette aide-là te coûte cher après.